Добрый вечер, уважаемые гости и дорогие друзья, уважаемый Владимир Александрович и Et Федор Николаевич. distingué, cher Vladimir Alexandrovitch, cher Fedor Nikolaevitch, hier, nous avons célébré une grande fête, la journée de la cosmonautique. À cette occasion, je souhaiterais vous féliciter. Tout d'abord, nos chers cosmonautes, Vladimir Alexandrovitch Janibekov et Fedor Nikolaevitch Yurchikhin. Nous vous adressons nos meilleures félicitations à l'occasion de la fête de la cosmonautique et nos meilleurs vœux de santé et de longévité. Cette année, nous célébrons pleinement l'anniversaire du vol de Yuri Gagarin dans l'espace. Nous félicitons également la fête de notre rêve qui est devenu réalité. Cette journée nous promet de nouveaux horizons, de nouveaux sommets et nous fait croire que même tout ce qui paraît impossible est possible et il faut juste travailler et aspirer. Cette journée devient pour nous également le prétexte pour se souvenir comment cela fut à l'époque, pour mieux appréhender la leçon qui nous a été donnée par nos ancêtres. Il faut rappeler combien d'efforts les ingénieurs, les constructeurs ont apporté, comment ils ont risqué au prix de leur vie, tous les pilotes et les cosmonautes. Et malgré le danger, les gens ont aspiré et ont croyé que toutes les recherches spatiales deviendraient la réalité. L'année dernière, au mois de janvier, nous avons inauguré l'exposition très intéressante des archives de l'historien et du journaliste Christian Lardier, qui est dans notre salle. Nous le remercions beaucoup. Grâce à cette exposition, nous avons retracé toute l'histoire de la cosmonautique soviétique et des missions russes françaises. L'exposition aujourd'hui est un symbole, comme les timbres, les enveloppes et les cartes postales sont de vrais témoins des événements dans le temps qui nous permettent de regarder et retracer avec nous tous les événements d'importance qui sont reflétés. Parmi nos héros sont les philatélistes, les collectionneurs, les personnalités passionnées qui donnent des significations importantes. Pour modérer, je passe la parole à Marina Ignatieva. Je vous remercie beaucoup, Madame Jelena. En effet, pour les personnes qui travaillent dans l'espace, les symboles ont une signification importante. Toujours, lorsque tu travailles au prix de ta vie, et bien évidemment, tout le vol est bien évidemment risqué pour ta vie et pour ta santé. Le symbolisme est bien dedans. Ainsi, pour tous les vols, les emblèmes sont élaborés qui représentent leur pays, peut-être leur patrie, et bien évidemment, les événements importants, ils trouvent leur écho dans l'art, mais également dans la philatélie. Tous les vols habités et pilotés, lancement de satellites, d'autres objets dans l'espace trouvent bien évidemment leur écho sur l'image des timbres, des enveloppes. Il y a ceux qui collectionnent et il y a ceux qui le créent. Parfois, ce sont les dessinateurs, caricaturistes, mais parfois, il y a des cosmonautes qui travaillent là-dessus. L'un des cosmonautes qui a pris part à la création des timbres postes était devenu le général-major de l'aviation, héros ou double fois héros de Russie, Vladimir Janibekov. Vladimir Janibekov a effectué 5 missions dans l'espace et à chaque fois, il était au commandement de l'équipage. C'est un vrai record. Il a effectué plus de 145 jours et a passé plus de 48 heures dans l'espace. Bonjour, Monsieur Janibekov. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à l'occasion de la journée de cosmonautique. J'espère que vous voyez bien nous tous, ainsi que notre public. Oui, je vois quelque chose, pas tout. Aujourd'hui, vous prenez part dans notre soirée, pas uniquement en tant que cosmonaute éminent, mais également en tant que dessinateur, artiste peintre, comme vous avez créé également des esquisses pour certains timbres en URSS. C'était en 1979 des timbres dédiés à Vladimir Lakov et également les timbres dédiés
au 20e anniversaire du premier vol habité, donc en 1981, et aussi dédié à la création du centre de cosmonautique. Est-ce que vous pourriez nous partager votre expérience? Comment vous avez réussi à le faire? Pourquoi vous avez donc choisi également cette option? Pourquoi vous avez fait les dessins et les croquis là-dessus? Et vous raconterez plutôt votre expérience. Bonsoir, chers amis, chers collègues. L'histoire est toute simple. Alexei Leonov, il me dit, toi, tu es rédacteur en chef de notre journal des panneaux. Donc, nous te proposons de travailler sur les timbres dédiés au 20e anniversaire du Centre de préparation des cosmonautes. Et puis, il me demande de passer un entretien. Et puis, l'artiste peintre, le dessinateur de l'édition des timbres de poste, Alexei Kruglov, peintre miniaturiste. Grâce à Alexei Arkipovitch, j'ai pu faire connaissance à une personnalité très intéressante. Et puis, le processus de création des timbres, c'est tout simple. Tu prends un crayon, des pinceaux, et puis c'est ton imagination. Tu fais tout ce que tu as dans ton esprit, dans ta tête. Ce n'est pas compliqué d'un côté, mais pour moi, c'était une grande expérience. D'un point de vue d'appréhension de miniatures, en quelque sorte, grâce à Germán, j'ai eu quelques compétences. Pour vous dire la vérité, j'étais plutôt le coparticipant de cet événement. Je ne veux pas dire que moi-même, j'ai fait quelque chose de très grand et exceptionnel. Donc, c'est tout. Je vous remercie beaucoup, Vladimir Alexandrovitch. Donc, je propose à nos invités dans la salle et en ligne, vous pourriez poser vos questions à la fin. Donc, les participants à distance, nos invités à distance peuvent poser des questions en ligne. Moi, j'aurai le plaisir de les lire. Si, M. Janibekov, vous pourrez rester avec nous un peu plus, je vous serai reconnaissant. Parmi les cosmonautes, il y a des collectionneurs. Le héros de la Fédération de Russie, pilote cosmonaute Fyodor Yurchikhin. Il a effectué également 5 missions dans l'espace à partir de 2002 jusqu'en 2017. Avec 672 jours dans l'espace et plus de 60 heures dans l'espace. Maintenant, il gère le centre de cosmonautique et de l'aviation au VDNK et également il est animateur des émissions télévisées. Et moi, j'ai le plaisir de passer la parole à Fyodor Yurchikhin. Bonsoir à tous. Excusez-moi, bonsoir. Tout d'abord, je souhaiterais parler plutôt de la deuxième partie dédiée à l'espace. Pour moi, c'est un grand honneur, pas uniquement d'être avec vous ce soir, mais d'être également avec Vladimir Janibekov parce que lui, il est une personnalité qui est un grand exemple pour moi à suivre en tant que cosmonaute, en tant que citoyen, en tant que personnalité créative. Et mon chiffre 5, qui en effet signifie le nombre de vols à effectuer, de missions, parce que l'exemple de Vladimir Janibekov, pour moi, était primordial. La vie a ses règles pour tous. Et moi, donc,
je n'ai pas pu quand même penser à ma 5e vol parce que j'avais déjà 58 ans. Donc, c'était l'occasion pour Vladimir Alexandrovitch Janibekov. C'est pour ça. Je tiens à remercier Vladimir Janibekov parce que vous êtes un exemple pour beaucoup d'entre nous. Et le fait que vous avez créé vous-même les timbres, vous avez fait les dessins, les croquis pour les timbres. Moi, depuis mon enfance, déjà, j'ai rêvé d'être cosmonaute. Je n'avais pas pensé à d'autres métiers. Et lorsque tu rêves de devenir quelqu'un, tu fais une collection aux choses et des objets dédiés à cette profession. Et dans tous les kiosques en Russie, bien évidemment, il y avait beaucoup de timbres que j'ai pu acheter. Lorsque ma tante, elle m'a accompagnée de l'école, nous sommes toujours arrêtés devant un petit kiosque. Et elle m'a posé la question, est-ce que aujourd'hui, tu as bien réussi à l'école? C'est pour ça que je m'étais vantée toujours de mes réussites. Et après, j'ai pu avoir dans ce kiosque n'importe quel timbre dédié à l'exploration de l'espace. Oui, toutes les vendeuses me connaissaient, elles ont déjà préparé ces timbres. Là, vous pourrez voir un album pour un vrai témoignage. Voici mon album que j'ai fait. C'est juste l'un des albums. J'en ai un grand nombre. La collection principale, là, vous voyez le vol de Rumin Popov. Le thème principal, là, vous pourrez voir aussi des timbres comme ça, puis de petites feuilles sur l'espace. Mais bien évidemment, le sujet principal pour moi était l'espace. Là, vous voyez une série dédiée au premier vol habité de Yuri Gagarin. Vous pourrez voir qu'il y a des vaisseaux spatiaux sur les timbres, des lancers, des fusées. Là, comme vous connaissez, Soyuz 7 de Korolev, bien évidemment, le vaisseau Vostok. Là, c'était quand même sur le timbre, l'image était un peu différente. Et pour des petits garçons, si on a des timbres liés à l'espace, liés aux gens qui participent, pour nous, de petits garçons, c'était un sentiment qu'un jour, peut-être, tu pourras y être lié de telle ou telle façon. En ce qui concerne les timbres, de manière surprenante, j'ai eu une nouvelle hier. Quelques personnes m'ont félicité, puis je pourrais vous faire parvenir une photo dédiée au fait dont je vais vous parler. La République centrale africaine, il y avait un bloc et aussi 4 timbres dans le bloc et le bloc à part, composé de 4 timbres dédiés au 45e anniversaire du match bien connu d'échecs entre Karpov et Korchnoi. Lorsque Karpov a réussi à gagner avec le score 5-5, et ainsi il a confirmé sa position leader de champion du monde dans l'échec. Moi, je demandais en 1968 un livre écrit par Rochal et Karpov sur le destin de Karpov porte sur ce fait que Karpov a bien gagné ce fameux match. Et je demandais mes amis, les amis proches à Karpov, aussi 2 fois héros de l'Union soviétique, Vitaly Sevastyanov, qui était à l'époque le président de la fédération d'échecs, et moi, je demandais d'avoir une dédicace
de la part d'Anatoly Karpov. Malheureusement, ce livre, cet ouvrage a été perdu quelque part. Moi, je connais bien que Karpov l'a bien signé pour moi, l'a bien dédicacé, mais quelqu'un quand même l'a pris. Et cette année, excusez-moi, l'année dernière, aux Philippines, j'ai rencontré Anatoly Karpov qui est venu, qui s'est déplacé à l'occasion du 40e anniversaire de ce fameux match. Et moi, en même temps, j'ai été là-bas en donnant des conférences sur l'espace et la cosmonautique. Moi, je savais bien qu'il serait là. Moi, j'ai été à Manila et lui, il était dans une autre ville. En soirée, nous nous sommes croisés. Moi, avec cet ouvrage, ce livre, et heureusement, j'ai réussi son autographe, sa dédicace et aussi ses vœux, ses meilleurs souhaits. Là-dessus, on nous a pris en photo. Pour moi, c'était très important, 45 ans après. Et moi, comme je vous ai dit, que les républiques centrales africaines, cet arbre ont vu le jour et cette photo, en effet, elle figure sur l'un de ces arbres paru la République centrale africaine. Ouais, une histoire excellente. En effet, moi, je porte ce livre-là après le fait que Anatoly Karpov l'a signé. Oui, l'histoire. Je fais partie de l'histoire, dans quelque sorte, désormais. Donc, si vous souhaitez, moi, je peux vous faire parvenir sur WhatsApp. Pour moi, c'était un cas exceptionnel, tout à fait inattendu. Et après, si vous avez la possibilité, vous pouvez la projeter sur l'écran. En effet, ce qui est apparu à la République centrale africaine, c'est un bloc de 40 timbres dédié au 45e anniversaire de ce match. Je vais regarder la photo reçue par WhatsApp. Lorsque nous essayons de projeter la photo sur l'écran, est-ce que peut-être vous avez d'objets intéressants de votre collection? Il faut chercher. À la veille de notre déménagement, nous espérons quand même cet été de déménager, de partir à la campagne. Je sais que Vladimir Djanibekov habite déjà dans la campagne, plus dans la ville. Moi, j'ai l'honneur de lui rendre visite. Elle m'a montré sa belle maison. C'est très commode et pratique et nous souhaitons bien suivre son exemple. Mais j'ai quelques objets, 3 ou 4 enveloppes avec un sceau là-dessus du 12 avril 1961 avec la toute première image de Yuri Gagarin. C'était l'image officielle et tout de suite faite après son premier vol. C'était une photo collée sur l'enveloppe des timbres de la collection spatiale de cette époque. Comment j'ai réussi à les avoir? Ma grand-mère, elle était consciente du fait que je voulais devenir cosmonaute. Et lorsque j'ai déjà commencé à suivre ce chemin, pas encore mon chemin direct, ton chemin direct, c'est lorsque tu commences déjà le lancement. Vladimir Djanibekov a un très beau dessin. Lorsque 3 cosmonautes, il se dirige vers le tableau de bord pour démarrer. Et là, sur cette table-là, sur ce tableau, figure une petite fusée. On retrouve une petite fusée là-dessus. Le chemin vers le lancement était très loin, mais lorsque je commençais quand même ce chemin-là,
Ma grand-mère, elle m'a raconté que presque tous les habitants de Moscou faisaient une queue énorme pour avoir ces enveloppes. Et en fait, moi, je suis devenue un héritier fier d'avoir cette collection. Je crois que ces objets sont les objets les plus précieux pour moi. Moi, je ne suis pas le collectionneur des timbres. Moi, je fais une collection en tant qu'amateur. En 1983, j'ai commencé à travailler pour l'entreprise Energia, diplômée de l'université. Je me suis rendu compte que cette entreprise Energia a un club de philatélistes dans ses locaux. Georgi Nazarov, à l'époque, était dirigeant, président de ce club-là. Et il a fait un petit entretien avec moi en tant que nouveau membre et il m'a posé les questions. Est-ce que vous êtes un vrai collectionneur ou collectionneur amateur? Moi, j'étais jeune à l'époque, mais je commençais quand même qu'il y avait un piège dans cette question, que je ne connais pas quelque chose d'important. Et je lui ai répondu honnêtement. En effet, je ne réfléchis pas de manière très profonde. Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'évaluation du premier et deuxième terme? Et lui, il a beaucoup apprécié ma réponse. Il a dit que vous êtes quand même une personne à apprécier. Il m'a posé quel type de timbre vous collectionnez, vous faites la collection. Et moi, je lui ai raconté que je fais une collection des timbres sur l'espace de l'URSS. Et moi, j'ai essayé quand même de faire une collection de blocs de 4 timbres. Et pour moi, je fais plutôt la niche des collections des blocs de 4 timbres. Est-ce que vous achetez des timbres? Oui, bien évidemment, j'achète des timbres. Est-ce que vous échangez des timbres? Oui, je fais des échanges de timbres. Est-ce que vous offrez à quelqu'un des marques? Oui, je le fais. Est-ce que vous vendez votre collection? Est-ce que vous vendez des timbres qui peut-être dont vous n'avez pas besoin? Moi, je dis certainement pas. Moi, je peux les faire échanger, mais je peux les offrir, mais ce n'est pas du tout dans mes règles de les vendre. Non, cher jeune homme, vous n'êtes pas un collectionneur, vous êtes collectionneur amateur. Parce qu'un vrai collectionneur, lorsqu'il fait quand même poursuivre ses futurs objectifs quand même, il est prêt à vendre tel ou tel timbre et après, grâce à l'argent qu'il a reçu, continuer quand même à faire sa collection et travailler avec. Donc, il a fait quelque chose, il a fait un album et puis il l'a vendu. Et grâce à l'argent, il fait une autre chose. Mais vous êtes... Donc, moi, de nouveau, je vous explique, je ne suis pas collectionneur. Je suis collectionneur amateur depuis l'époque d'être membre au sein de ce club philatélique à Energia. Donc, on va corriger. Si on revient à la République centrafricaine, du coup, oui, donc si vous regardez l'image, l'une des photos, en fait, à droite, c'était dans la nuit à Manille. Anatoly Karpov venait d'arriver, donc il venait d'arriver, de débarquer, en fait, de l'aéroport dans notre hôtel. Il a passé la nuit dans le même hôtel. Et le lendemain, le matin, il devait partir pour Bangui. Moi, j'avais une conférence où j'ai participé, sinon je serais allée aussi. Donc, on est au centre de la photo, moi-même et Anatoly Karpov. Et dans ma main, je tiens justement ce livre, le 9e vertical, dédicacé, signé par Anatoly Karpov. Alors, comment cette photo s'est retrouvée-t-elle sur le timbre qui a été édité en République centrafricaine? Franchement, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas ce timbre. Ça ne fait pas partie de ma collection. Да, пути Господни здесь Oui,
les voix des philatélistes et des timbres, il n'y a que Dieu qui les connaît. Oui, en tout cas, voilà, il y a moi-même et Anatoly Karpov ont laissé notre petite trace dans l'histoire de la philatélie. Mais d'ailleurs, Anatoly Karpov compte parmi les plus grands collectionneurs de timbres, en tout cas dans l'espace de la communauté des États indépendants. Ça, c'est sûr. Ah bon. D'accord. Bon, je vous invite encore une fois, si vous voulez bien, poser vos questions, si vous en avez déjà. Sinon, moi, j'en ai une et je demanderai du coup, projeter une image sur notre écran. Alors, Monsieur Yurchikhin, c'est votre emblème personnel que vous avez offert dans le passé, ici en France. Nous l'avons trouvé. Ça date de 1998, donc elle ne couvre pas tous vos vols. Oui, je vais vous raconter avec un grand plaisir. Effectivement, c'est 1998. Parallèlement, je vais essayer de trouver d'autres emblèmes sur Internet. Donc, en ce qui concerne cet emblème-là, comme je l'avais déjà dit, depuis mon enfance, en fait, j'ai rêvé de devenir cosmonaute. Est-ce que je peux m'absenter une seconde parce que je vais vous apporter quelques emblèmes. Je vais juste les montrer comme ça à travers l'écran. Est-ce que quelqu'un a des questions peut-être? Tant qu'on a quelques minutes, on peut en profiter. À qui? À qui passer le micro? D'accord. Donc, je ne sais pas, peut-être ça va prendre un peu de temps. Monsieur Yurchikhin pour revenir. Oui, les cosmonautes ne seraient pas surpris, je pense. Oui, j'ai une question que j'aimerais adresser à vous deux. Je m'excuse, mais je pense que vous allez me comprendre. Vous avez été dans l'espace plusieurs fois. Est-ce que vous avez vu des êtres extraterrestres ou peut-être des objets volants non identifiés? Voilà, une question toute bête, toute simple pour les cosmonautes. Moi, non, j'ai pas vu. D'accord. Réponse toute simple. Alors, on peut revenir à Fedor Yurchikhin, je pense, et son histoire de l'emblème. Oui, oui, je suis prêt. Mais pour répondre à la question, effectivement, j'ai rêvé des vols dans l'espace depuis que j'étais tout petit. Je savais que une telle chose que l'emblème du vol existait. Donc, un emblème personnel, une forme de souvenir très spécifique. Et d'ailleurs, Vladimir Djenibekov est aussi auteur de plusieurs emblèmes sur le sujet de l'espace. Donc, je pense qu'il pourra vous raconter aussi des histoires intéressantes. Oui, le premier vol et puis la moitié des années 1970, ça doit être 1976 ou 17, j'ai vu dans un des journaux des dessins très intéressants que je conserve toujours d'ailleurs et que j'ai amené avec moi dans l'espace. Et en fait, ces dessins ont servi de base pour mon emblème personnel. C'était avant mon troisième vol en 2010. Et donc, à la veille de ce vol que j'ai créé cet emblème que je vous montre. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre les symboles qui sont représentés,
qu'est-ce qu'on voit? On voit la Terre, la planète Terre. Oh oui, je m'excuse pour la qualité de mon caméra, mais je pense que vous arrivez à voir quand même. Alors, il y a la Terre, il y a la mer Noire, et puis une étoile au bord de la mer Noire. C'est la ville de Batumi, ma ville natale, où je suis née. Donc, un petit garçon est né avec ce rêve. Quel rêve? Déjà, les voiliers, en voilier au voile rouge qui viennent du roman d'Alexandre Green, qui dans ma tête était aussi lié à mon rêve de l'espace. Ensuite, le chiffre 1998, non, ce n'est pas l'année, c'est que j'ai été le 98e cosmonaute soviétique, russe. Et puis, il y a aussi la Lune et la planète Mars, rajoutée par l'artiste, et l'étoile polaire, le symbole de tous les voyageurs, de tous les aventuriers. Voilà. Sur la Terre, vous voyez 3 petites étoiles. L'une, donc, le symbole de la ville de Batumi. Le deuxième, la ville de Baïkonour. Et troisième, Moscou, la ville de Moscou. Donc, de Batumi via Moscou, mon rêve se réalise à Baïkonour. Voilà le petit sujet. Et puis, l'inscription en latin, qui veut dire que le chemin se fait en marchant. En fait, c'est un emblème un peu particulier parce qu'il ne porte pas mon nom de famille. Normalement, le nom figure quand même sur des emblèmes personnels, mais au lieu de mon nom et prénom, il y a donc tous ces symboles qui reflètent mon identité. Donc, au moment de mon 4e vol, les gars ont tout simplement dessiné mon emblème, 3 tours d'orbite, 3 tours de 3 bandes en fait. Mais non, ce n'est pas le drapeau comme certains le pensent. C'était mes 3 vols et eux, ils ont rajouté du coup la 4e orbite comme le 4e vol. Moi, je n'ai pas aimé les couleurs et on était là avec ma fille aînée et je lui ai dit, bah, tu vois, l'idée, c'est de garder cet emblème-là comme base, comme point de départ, mais en même temps, trouver aussi le symbole pour le 4e vol. Et ma fille m'a dit, mais tu vois, il y a beaucoup d'espace entre les voiles. Il y a 3 voiles rouges, il faut en rajouter le 4e. Et donc, le voilà, le symbole de mon 4e vol. Si vous regardez plus attentivement, ce petit garçon est devenu plus grand, donc il regarde vers l'horizon. Et le navire, le bateau, le voilier porte pas 3 voiles, mais 4. Et donc, j'ai dit à ma fille à l'époque, bon, tu sais, si jamais j'ai le 5e voile, on n'a plus de place pour les voiles, mais il faudra peindre en rouge une autre partie du bateau. La fille m'a dit, bon, fais pas de ce genre de blague, ma mère ne va pas comprendre. Le chemin se fait en marchant, donc oui, la voie est là, le chemin est là, et on ne peut la faire qu'en marchant. C'est ce que je pense très sincèrement. Comme Armstrong a dit en parlant de Yuri Gagarin, c'était lui qui nous a appelés tous vers l'espace, c'est lui qui a ouvert la voie. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, mais en fait, chacun d'entre nous ouvre ses propres voies. Et donc, j'ai un peu changé le slogan, cette inscription en latin, pour dire la voie sera créée, ouverte par une personne qui marche.
Et donc après, il y aura un copain de la Sorbonne qui, donc l'a traduite en latin. Viem перед... Ouais, vous voyez l'inscription. Donc, vous voyez, la signification a un petit peu changé. Déjà, le garçon est plus grand. Et puis, il y a aussi cette idée que moi-même et chacun d'entre nous apporte aussi sa contribution. Donc, cette voie générale, si vous voulez, a aussi ses bifurcations. Après un certain temps, donc c'était le 5e vol, j'ai commencé à me préparer et je me suis souvenue de ma conversation avec ma fille d'achat. Et du coup, voilà un autre petit élément qui est devenu rouge. Je savais bien que c'était mon dernier vol dans l'espace. Je suis déjà en scaphandre et le geste, donc j'ai le bras levé, le geste veut dire que je dis adieu en quelque sorte, je dis au revoir. Vous voyez donc les 5 éléments du bateau qui sont rouges, donc le même symbolisme. Et comme j'ai changé le slogan pour le 2e emblème, là, je voulais aussi trouver quelque chose de neuf. Ça m'a venu la nuit. Je me suis levée et je l'ai noté tout de suite parce que j'avais peur de l'oublier le matin. J'aimais toujours de la philosophie, j'aimais lire, j'adorais les frères Strugatsky et dans l'un de leurs romans, il y a cette notion, les personnages entrent dans une forêt et ils voient un chemin, un vieux chemin qui est là. Donc, si on suit la voie tracée par Yuri Gagarin, je suis sûre que cette voie restera toujours éclairée. Mais si par contre on essaye de frayer nos propres chemins et si ces chemins après se couvrent d'arbres, de buissons, alors à quoi bon? Et donc, le nouveau slogan est né aussi traduite après en latin par le même professeur de la Sorbonne. Donc, les chemins, les voies restent vivants par les gens qui les prennent. Et pour moi, c'est ça, en fait, la signification profonde. Nous essayons de transmettre nos connaissances aux jeunes. Les jeunes générations qui marchent, qui prennent la voie. C'est ça le sens pour moi. Donc, c'est les jeunes générations qui assurent, qui maintiennent en vie, si vous voulez, les voies que nous avons ouvertes. Oui, Vladimir, je vous connais. Je peux dire qu'il faut vraiment vivre avec de la beauté. Je sais que vous savez de quoi je parle. On nous pose toujours beaucoup de questions et moi, je voudrais poser une question à notre public. Est-ce que vous pouvez nommer la particule physique la plus lourde? Comment elle s'appelle? Si vous ne connaissez pas le nom de la particule la plus lourde, vous pouvez poser cette question à Vladimir Janibekov. Oui, je vous renvoie à Lev Sapogin, sa théorie quantique. Bon, je vais vous souffler quand même. La particule la plus lourde, c'est Jan. Ça s'appelle Jan. Ah oui, parfait. Bon, ça ne me paraît pas comme une coïncidence, Jan. Alors, nous avons appris une chose intéressante que vous avez, Vladimir, vous-même créé des emblèmes. Pouvez-vous en parler un peu plus? Oui, j'ai participé effectivement à la création des emblèmes, mais en fait, je n'étais pas particulièrement intéressée par les emblèmes.
qu'est-ce qu'on va coller sur mes habits, sur mon scaphandre? Bon, je m'en souciais très peu. Donc voilà, pour cette raison, je n'ai pas grand-chose à dire. Oui, mais en même temps, Vladimir, qui faisait des esquisses, il les a offerts à d'autres cosmonautes, et donc ces cosmonautes les ont utilisés comme leur emblème par la suite. Oui, moi-même, je n'avais pas d'emblème personnel pour moi-même, donc voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer, d'avancer en fait. Donc, et parler un petit peu du club philatéliste russo-soviétique. Donc, l'apogée des activités, c'était des années 1960, où les catalogues, les albums ont été publiés, les expositions conjointes ont été organisées en France comme en Union soviétique. Et bien sûr, on aimerait bien copier cette expérience. Et en attendant la bonne occasion, je voudrais donner la parole à notre partenaire, le partenaire de cette soirée, à savoir la Société de Moscou des philatélistes. Et je passe la parole au président de cette société, Mikhail Demchitz. À vous la parole, Monsieur Demchitz. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, nous nous félicitons en fait du fait qu'il y a du public français qui va maintenant profiter de cette exposition. À Moscou ici, nous avons organisé des expositions annuelles. Et normalement, les jeunes philatélistes russes donc exposaient leurs timbres 2 fois par an. Mais malheureusement, cette exposition n'est plus. Depuis une trentaine d'années, elle n'est pas organisée. Et en général, les expositions philatélistes est devenue une chose rare, même si au cours des 2 dernières années, nous essayons d'organiser des petites expositions presque chaque mois. Il y a eu aussi une exposition Moscou-Paris, 2 éditions de cette exposition-là. On a même publié des enveloppes à cette occasion. C'était d'ailleurs le catalogue français qui était le catalogue principal des timbres étrangers et internationaux pour les philatélistes soviétiques en tout cas. Donc il y avait ce lien assez fort qui existait entre les collectionneurs. Voilà, quelques paroles d'ouverture pour maintenant passer la parole à Oleg Polakov, philatéliste qui en fait collectionne des timbres dédiés aux sujets spatiaux depuis très longtemps et va vous présenter une petite partie de cette collection. D'ailleurs, la philatélie spatiale a débuté bien avant le premier vol dans l'espace, même avant Sputnik, sans parler du vol de Gagarine. C'est un sujet passionnant qui fait partie de plusieurs collections. Ça s'appelait la poste aussi spatiale. Il y avait les lettres qui ont été envoyées vers les stations orbitales. Oui, c'était un peu du spectacle, vous savez, mais ça faisait partie de nos aspirations de l'époque vers les avenirs des découvertes spatiales. Mais bon. Marina, c'est vous qui allez montrer les collections ou c'est nous? C'est nous qui affichons la présentation. Je voudrais vous dire au revoir. Oui, bien sûr, Vladimir, merci d'avoir été avec nous. Tout le meilleur à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Moi, je reste un petit peu quand même. Et puis, voilà, je vais aussi filer. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Je vais peut-être laisser un petit mot sur le chat quand je vais vous abandonner. D'accord. Bon.
Oleg, à vous la parole, s'il vous plaît. L'une des choses intéressantes dans ma collection, c'est la lettre de Konstantin Tsiolkovsky, fondateur de la cosmonautique, de la théorie de la cosmonautique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'enveloppe est faite de la page de titre de son œuvre scientifique. Tsiolkovsky tenait beaucoup de correspondances, donc il essayait d'économiser, même en ce qui concerne les enveloppes. Ça date de 1935. Et dans ma collection, il y a une autre lettre de Tsiolkovsky. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est une lettre adressée à l'un des chefs d'institut à Kharkov, 1932. Une autre particularité intéressante avec ces lettres, donc celle de 1932, il a l'adresse de l'expéditeur Kaluga, rue Tsiolkovsky. Kaluga Brut, tandis que celle de 1935, l'adresse change, c'est Kaluga rue Tsiolkovsky. Donc ça veut dire que vers la fin de sa vie, Tsiolkovsky vivait dans la rue qui portait son nom. Voilà un fait intéressant qui montre à quel point l'Union soviétique appréciait ses réussites et ses réalisations. Diapo suivante. Ici, vous voyez une carte postale dédiée au 5e anniversaire du premier Spoutnik artificiel de la Terre. Elle est intéressante par le fait qu'elle porte l'autographe de Sergei Korolev de 1965, donc 6 mois avant sa mort. Ici, vous le voyez de plus près. Et j'ai aussi une enveloppe que Sergei Korolev a envoyée à son adjoint, Konstantin Bouchouyev. C'est 1956, à l'époque où il se reposait dans un sanitarium. Voilà, un objet aussi assez rare. Oui, la page suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez 2 lettres lunaires, pour ainsi dire. Celle qui est en bas, c'est Kerik. En haut, c'est Kerik. Donc, Ziger. Donc, c'est une lettre officielle. La société Ziger s'est adressée à la NASA en proposant d'envoyer 100 enveloppes. Et donc, l'argent qu'on pourra en avoir donné à des fins caritatives, donc donné aux familles des astronautes qui sont morts. Mais après, le nombre d'enveloppes envoyées dans l'espace s'est avéré plus important que négocié. Et donc, cette partie des enveloppes a été confisquée. Il y avait même une procédure judiciaire entre la NASA et les astronautes. La France a été le premier pays capitaliste qui a beaucoup coopéré avec l'Union soviétique dans l'exploration de l'espace. Les appareils scientifiques français faisaient partie de plusieurs Spoutniks, donc ont été installés sur plusieurs Spoutniks. Ici, donc, vous voyez une enveloppe française.
consacré à l'expérience Eurax. Donc, c'était un projet de recherche du champ magnétique. Ici, vous voyez le Sputnik Oriole, qui a beaucoup aussi utilisé des appareils scientifiques français. Et donc, cette large coopération a fait qu'en 1982, il y avait un vol russo-français et Jean-Loup Chrétien a été le premier représentant des pays capitalistes. Et puis, le deuxième vol, Jean-Loup Chrétien a effectué son vol vers la station Mir. Donc, l'enveloppe qui est en haut a été à la station dans le vaisseau Salut 7. Et l'enveloppe en bas donc, a fait son voyage vers la station Mir. Le deuxième vol conjoint russo-soviéto-français, il y a donc une petite anecdote. En haut, vous voyez un timbre qui est consacré justement à cet événement, à ce deuxième vol franco-soviétique. Bon, une chose qui paraît tout à fait ordinaire, il y a un vol et il y a un timbre qui est consacré. La société Soyuz Pechat, qui donc diffusait, commercialisait les timbres dans l'Union soviétique, publiait également des enveloppes de publicité notamment, et dont vous voyez l'exemple sur cette page, et sur lesquelles des timbres ont été imprimés. Donc, tout l'intérêt de l'histoire, c'est que pour que les gens ne puissent pas découper ce timbre collé sur l'enveloppe, on rayait le prix sur le timbre. Là, vous voyez que les nominales ont été barrés. Là, vous voyez un timbre dédié au deuxième vol soviéto-français. Vous voyez qu'ils ne sont pas barrés cette fois-ci. Peut-être quelqu'un ne l'a pas pris en compte, ne l'a pas remarqué. Donc, on aurait pu la découper et utiliser en tant que timbre de poste. Mais personne n'a juste mis l'adresse et l'a collé. Et la poste a oblitéré l'un des timbres qui a été imprimé sur l'enveloppe et l'a considéré quand même comme un timbre de paiement pour l'envoi de cette enveloppe. Et oui, la dernière page, comment peut être liée l'enveloppe oblitérée avec le sceau du festival de vin Henri Mer. Et je vais vous raconter l'histoire. En effet, après le lancement du premier satellite en Union soviétique, il s'est disputé, il a eu une dispute avec l'un des collaborateurs de l'ambassade de l'URSS et ils ont paru sur le fait que personne ne pourra voir la face cachée de la Lune. Mais en effet, c'est devenu le jour et pour cette raison, elle a envoyé toute une voiture de vin comme cadeau à l'occasion de Nouvel An. Comme le pari a été remporté par les Russes. Donc, à l'ambassade, ils ont été très contents quand même d'avoir reçu ce cadeau, toute une voiture remplie de bouteilles de vin. C'était quand même, pour l'Union soviétique, en fait, très inhabituel et inattendu. Et moi, j'ai vu dans les endroits de Sergei Korolev à Moscou, 2 bouteilles de cette collection, donc offertes par Henri Mer. Bien évidemment, les 2 étaient vides. Je crois que Henri Mer a pris part également à ces événements dont je vous ai parlé.
J'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Ce sont des objets très intéressants et c'est très passionnant. Et ce n'est qu'une toute petite partie de votre collection. Si peut-être quelqu'un a pu voir toute la collection, peut-être vous auriez pu raconter beaucoup plus d'anecdotes. En effet, compte tenu du fait qu'ils représentent des pays tout à fait différents. Je vous remercie beaucoup, Oleg Vladimirovitch. Est-ce qu'il y a quelqu'un des questions à Oleg Vladimirovitch? Ce n'est pas une question. Nous avons un commentaire que une bouteille qui n'était pas vide, mais bien remplie, est conservée quand même dans l'appartement de la fille de Sergei Korolev, Natalia. Donc, ce vin, je crois, elle a déjà 63 ans. En effet, 63 ans. Et il est toujours conservé. Donc, voici le commentaire de la part d'un grand spécialiste de France. Lorsque j'étais à Paris, malheureusement, je me suis rendu compte que l'entreprise d'Henri Maire a été en faillite. Oui, en effet. Oui, je vous en prie. En effet, il y avait un petit commentaire d'une personne dans la salle, c'est minimum 63 ans que cette vin. Ce vin. Bonjour. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais comment quand même vous réussissez à avoir ces objets précieux tels que la lettre de Tsiolkovsky entre vos mains? Mais la personne qui cherche trouve toujours. Mais par exemple, peut-être vous pourriez raconter une voix. Moi, je les ai achetés chez les autres collectionneurs. Ah, je comprends bien. L'un des commentaires que je souhaiterais rajouter, l'enveloppe qui a été envoyée par Korolev de Kislovodsk à Kaliningrad. Maintenant, cette ville s'appelle la ville de Korolev. Si on ne prend pas en compte le décalage horaire, en effet, elle a écrit cette lettre à destination de Korolev. Elle a reçu un retard. Si vous n'avez pas d'autres questions, avant de vous proposer visiter l'exposition, où il y a beaucoup d'objets que vous avez vu sur l'écran, vous pourrez les voir dans la salle. Moi, je souhaiterais quand même passer la parole aux membres très actifs du club des philatélistes en France, qui nous coopère beaucoup, Alexandre Poustobayev. C'est à vous la parole. Tout d'abord, soyez le bienvenu à notre exposition. La philatélie sur l'espace est un sujet très beau et bien immense. Elle est intrinsèquement liée à l'URSS, le pays qui a commencé l'exploration de l'espace et le pays qui a édité l'un des premiers timbres de poste. L'exposition d'aujourd'hui que nous présentons est basée bien évidemment sur les timbres, sur le thème de l'espace. Les timbres édités en URSS, puis en Russie. Malheureusement, le club des philatélistes dont Marina Ignatieva nous a parlé, depuis plusieurs décennies, il ne fonctionne plus, il n'existe presque plus. Et il n'y est pas directement lié à la Russie dans le sens de l'acquisition des timbres déjà
édité après les années 90. Donc, on ne peut pas quand même l'organiser comme cela a eu lieu et fonctionnait avant. Donc, l'exposition est plutôt dédiée à l'époque dont je vous ai parlé, l'espace soviétique, un peu russe. Oui, cette exposition ne présente pas de tels chefs-d'œuvre philatéliques proposés et montrés tout à l'heure par les cosmonautes et nos collègues du club de philatélistes de Moscou. Malgré ce temps compliqué et difficile, nous essayons quand même d'organiser les événements en coopération avec cette association de philatélistes de Moscou. Il faut bien réfléchir. Peut-être il faut donner une nouvelle vie à ce club de philatélistes qui, l'année dernière, a fêté ses 70 ans, en effet, mais le développer également. L'exposition que nous présentons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est basée sur des timbres de l'époque soviétique et de l'époque russe jusqu'en l'an 94 plutôt. Et il y a beaucoup de timbres édités par d'autres pays également, toujours sur le même thème de l'exploration de l'espace. Donc, brièvement, je vais vous présenter notre exposition. Soyez les bienvenus. Donc, notre partie officielle est clôturée. Nous vous invitons à regarder cette exposition et M. Pustobayev aura le plaisir de vous donner les commentaires nécessaires. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Si peut-être sur les étiquettes, vous ne trouvez pas une bonne réponse, n'hésitez pas à lui poser cette question. Soyez le bienvenu et merci beaucoup de cette soirée.